prochain invité a connu la Dolce Vita en travaillant en publicité. Il a tout quitté pour s'occuper des moutons. Voici le berger Mathias Lefébure. Ça change la montagne. Ben oui, hein? Ton livre « D'où viens-tu, berger » est disponible en librairie. Tu permets qu'on se tutoie même si on n'a pas gardé les moutons ensemble. Oui, ça me fait plaisir. Alors, je défends le livre « D'où viens-tu, berger » de Mathias Lefébure. Pourquoi je défends un livre comme celui-là? D'abord, une chance que Mathias Lefébure était là pour m'envoyer ce petit rayon de soleil. C'est vicieux, ça, là. Ce petit rayon de soleil. Le bonheur est dans le pré, cours-y vite, sinon il va filer. C'est exactement ça ce que fait Lefébure. Écoutez, ce gars-là, il a tout. C'est une nouvelle assez intéressante qu'on a apprise cette semaine. Il y a 15 longs métrages de fiction qui obtiennent cette année le financement de la SODEC. Dans la catégorie drame, il y a D'où viens-tu, berger de Sophie Desraspes, d'après le roman de Mathias Lefébure, qui est quelque chose de très, très particulier. En 2, 1, action! Avant qu'on commence, je devrais me présenter. Je m'appelle Renaud Lessard. Je suis scénariste et réalisateur de films. Les œuvres qui m'intéressent mélangent la fiction et le réel. L'histoire que je veux vous raconter, c'est justement une histoire qui brouille les frontières entre fiction et réalité. Tout commence au début des années 2000. On est à l'ère des blogs, des flip-phones et de MSN. Tout le monde en parle et l'émission la plus écoutée au Québec. À l'époque, Mathias Lefébure travaille en publicité et il déteste sa job. Du jour au lendemain, il quitte tout pour devenir berger en France. Cette décision-là va changer le cours de sa vie. En 2006, il publie chez Leméac un livre inspiré de son expérience. « D'où viens-tu, berger ?» Son roman d'autofiction vient tout juste d'être adapté au cinéma par Sophie Desraspes. Mathias m'a demandé de l'aider à démêler le vrai du faux. Il n'arrive plus toujours à savoir ce qui appartient au roman, au film ou à sa vraie vie. J'ai donc hérité de plus de 30 heures de prise de son et d'entrevues qu'il a enregistrées sur le plateau du film. Je me suis donné l'impossible tâche de mettre de l'ordre là-dedans et de vous parler d'un univers dont j'ignorais l'existence il y a quelques mois. Le monde des bergers. Je veux comprendre comment Mathias s'est réinventé. Comment est-ce qu'il a trouvé le courage de recommencer à zéro? Qu'est-ce qui lui appartient? Et qu'est-ce qui appartient à la fiction? Quand je me perds dans cette histoire-là, je reviens toujours à la même place. La montagne, la liberté, l'immensité de la nature, le temps qui s'arrête. Je vous invite à venir avec moi alors que j'essaie de retracer le fil des événements qui ont mené à ce que la vie de Mathias devienne un film. Vous écoutez Inventer une montagne. Épisode 1. Quitter un monde. Assez parlé de moi. Je vous présente le gars à l'origine du projet, Mathias Lefébure, l'auteur, le berger, l'ancien publicitaire. Dans ma vie à Montréal, je rédigeais des slogans pour une agence de publicité. Si le monde doit s'écrouler, l'économie ou le climat, qui sait lequel en premier, je préfère être berger et ne pas y avoir trop participé. Lui, c'est le Mathias du film, joué par Félix-Antoine Duval. Voici l'autre Mathias, celui de la vraie vie. Ma job, c'était de mentir à tout le monde. Pas juste aux gens pour qui on fait une campagne de marketing, on fait de la recherche marketing. Moi, mes boss, c'était une agence qui était en bourse. Fait que mes boss se faisaient appeler par les actionnaires qui disaient « ça coûte trop cher, on fait pas assez de profit ». Puis là, mes boss m'appelaient puis disaient « ben là, qu'est-ce qu'on peut faire pour que tu coûtes moins cher ?» Puis là, je mentais à mes boss. Puis je leur disais « oui, j'ai restructuré telle affaire ». Puis là, mes boss disaient, il faut que tu réduises ta masse salariale. Puis là, je mentais à mes employés en leur disant, c'est pas de ma faute, ni les patrons. Fait que tout le monde ment à tout le monde. Qu'est-ce que tu détestais de ton boulot?
le vide de sens. Parce que la recherche marketing, c'est totalement inutile pour la société. C'est de l'argent d'un secteur tertiaire totalement corrompu puis totalement pourri qui sert à une société qui essaie de se construire quelque chose. Enlève la recherche marketing, là, puis tout marche. Donc, un jour, tu étais voir ton employeur, puis tu as appris que tu le quittais pour devenir berger. Est-ce que tu pourrais nous mimer sa face quand tu lui as appris ça? Je vais vous rappeler le dialogue. Quand j'ai dit « je m'en vais », elle a dit « chez qui, tabarnak? Pour combien, tabarnak? » J'ai dit « en Provence pour être berger ». Bon. Il y avait pas de réponse. Évidemment, j'ai contacté l'ancienne boss de Mathias pour avoir sa version des faits. Elle raconte que la démission de Mathias remonte maintenant à plusieurs années et c'est même un peu flou. Elle se rappelle surtout d'une rencontre courte mais pas compliquée. Elle était heureuse pour lui. Comment faire compétition au choix d'aller garder des moutons, que ce choix-là cadrait complètement avec le personnage. Aussi, elle appréciait beaucoup Mathias, mais elle sentait que la pression lui pesait sur les épaules. C'est un excentrique qui est un peu différent de la majorité du monde. Fait que je pense que l'appel de l'aventure était très fort chez lui. Fait que tu sais, c'est pas surprenant qu'il ait quitté un emploi qui était plus encadré. Je pense qu'il fitait plus dans les champs en France que dans un bureau. Je suis étonné de constater à quel point tous les anciens collègues semblent partager un souvenir similaire malgré le temps qui a passé. Ils confirment tous que Mathias n'était pas à sa place dans le monde du marketing. Personne, par contre, n'a pu me confirmer que la scène de démission, telle que racontée par Mathias à Tout le monde en parle, s'est véritablement déroulée ainsi. Ce qui frappe le plus, c'est de constater que, lorsque Mathias raconte cette histoire de sa vie, c'est très romantique, très punché, comme si ça avait été fictionnalisé. J'ai peur de jouer. T'sais. Parce que je sais qu'on enregistre. Fait que je te dirais juste, lève la main si Mathias y joue, là, tu peux dire Mathias, tu joues. Puis, Le gros problème, Mathias, c'est qu'on joue tout le temps un petit peu. Hein? ben oui, on joue dans la vie, là. Ouais. Mais pas surjouer, mettons. Moi, ma job, pour vrai, c'est que tout le monde soit capable d'exprimer son meilleur côté. Fait que franchement, là, si j'ai l'impression que c'est un petit peu placé, on se reprend. Malgré la confusion qui est des fois associée à l'autofiction. C'est pas pareil. Dans la fiction, je dis tout le temps, il y a auto, mais il y a fiction. Puis fiction, c'est plus important. Ça prend plus de lettres que auto. Ben c'est tout ça. C'est bon. Cette histoire-là, là, l'histoire d'Où viens-tu berger, l'histoire de berger, là, on commence ça où? J'aurais jamais choisi de devenir berger si j'avais pas eu la certitude que j'écrirais sur l'aventure. C'est Pierre Follia qui m'a permis d'aller vers la littérature parce qu'il avait lu le blog, il était venu nous voir au Mouton. Puis il avait dit « Faut pas que ça traîne, ça. Je vais vous donner l'adresse de l'éditeur. » Justement, voici Pierre Filion, l'éditeur chez Leméac. Au fond, comme on avait dit, je sais pas si c'est Foglia ou moi qui avait dit ça, mais les moutons, on s'en fout. C'est-à-dire que c'est la descente de lui-même en lui-même qui est pertinente dans cette expérience-là. Lui, c'est une expérience exceptionnelle parce qu'il est parti de pas son confort, mais son malaise du confort qu'il avait dans cette profession de communication, là, dans l'agence Cossette. Donc, il voulait sauver son âme un peu. Alors, il a décidé de plonger comme un fou et comme il faut le faire des fois pour sauver notre vie. Et donc, dans cette version de roman, on reste dans l'autofiction. Pourquoi est-ce que vous pensez que, en fait, l'autofiction, ça trouve tellement facilement son public puis ça vient fasciner? Ben, c'est parce que la distance entre l'écrivain et le lecteur s'amenuise au maximum, plus ou moins. Là, c'est une variable qui est ajustée à chacune des personnes qui fait cette autofiction. Mais donc, c'est qu'on a une proximité qui est appréciée par un lectorat qui avant
n'était pas sollicité à ce genre de rapport. L'autofiction, avant, c'était déguisé avec des personnages à troisième personne, puis la personne n'était pas là, l'écrivain ou l'écrivaine n'était pas là. Sinon, dans ses mémoires, quand les personnes écrivent leurs mémoires, c'est un jeu. Mais là, avec ça, on peut avoir un accès plus grand, si on veut, ou plus de complicité ou d'intimité et de proximité, donc avec des émotions qui sont écrites là et qui ne sont pas transposées sur un personnage. Et peut-être que c'est ce qu'on fait de mieux d'écrire à partir de soi-même, en tout cas, pour débuter dans l'écriture. Voici comment Sophie de Raspe, la réalisatrice derrière l'adaptation cinématographique du livre « D'où viens-tu, berger ?», approche cette histoire qui évolue sur plusieurs niveaux en parallèle. C'est ça, c'est qu'il y a 3 niveaux. Il y a la réalité vécue de Mathias, il y a la littérature, puis ensuite on passe à scénarisation, film, montage. C'est ça, là, à chaque fois, c'est une autre couche, là. Oui, c'est ça. Scénarisation, c'est une couche. Tournage, c'est une couche. Montage, c'est une autre couche, là. Tu sais, c'est comme... Là, on est rendu à 8 couches. Puis là, il y a un podcast sur la vie, sur le roman. Le podcast, c'est un peu wrap-up de... La dernière couche là-dedans. L'histoire se décline dans différents médiums et varie d'une version à l'autre. Certains événements, par contre, restent les mêmes. Notamment, comment tout a commencé. Puis... qu'est-ce qui a fait que tu as quitté? Là, on parle de fiction ou d'autofiction? ou d'autobiographie? Qu'est-ce qui fait que j'ai quitté? Ouais, c'est quoi l'élément déclencheur? Il y en a plusieurs, parce que j'avais une amoureuse qui était en Provence, ça, c'est sûr que ça motive. Mais elle a rencontré une backpacker dans un café Internet, je pense, avec qui elle commence à discuter. Et qui dit qu'elle venait de vivre l'expérience la plus terrible de sa vie. Elle avait été bergère, 2 semaines. Elle avait détesté ça, elle dit la pire expérience de ma vie, t'es toute seule dans une espèce de grand pré, puis l'éleveur est bizarre, la femme de l'éleveur est bizarre. Bref, elle raconte que c'était vraiment un cauchemar. Puis ma blonde de l'époque, elle dit à Backpacker, ben, as-tu les coordonnées de l'éleveur qui t'a embauché? Elle dit non, je te donne pas ça. Si tu veux pas faire ça. Elle dit non, mais moi, je serais prête à essayer, ça dépend peut-être des gens. Puis elle dit mon copain, qui est au Québec, il va peut-être avoir le goût. À contre-cœur, la backpackeuse donne à l'amoureuse de Mathias un petit papier avec le nom et le numéro de l'éleveur. Sur la note, il y a aussi des petits dessins de moutons, faits naïvement, comme si c'était des bonhommes allumettes. Ces dessins-là, Mathias les surnomme les moutons minimalistes. Je retourne au Québec parce que c'est ça, c'était des séjours d'1 semaine qu'on s'était... Fallait que tu retournes au boulot, toi, en fait? Moi, il fallait que je retourne au boulot. J'étais revenu, puis j'avais piné les moutons minimalistes sur mon bureau. Je les regardais. Puis dans le roman... c'est un petit peu exagéré, mais c'est pas si loin que ça. C'est que je parle avec les moutons minimalistes. C'est ça, j'étais écœuré de la job. Quand j'en peux plus, quand j'étais écœuré du stress. Quand je me dis je veux changer de vie, et puis les moutons minimalistes, ils me regardent, puis on jase, tu sais, dans mon bureau. Puis je rappelle ma blonde en France, je dis hey, peut-être que je pourrais appeler l'éleveur. Ouais, elle dit, as-tu une idée derrière la tête? Je dis, ouais, je pense que j'ai une idée derrière la tête. Et je réfléchis à ça, je dis, mes moutons, les prix. Puis c'est là que je commence un petit peu chercher sur Internet, berger, juste voir des photos, même si je connaissais rien à la montagne, à la transhumance, au pastoralisme en général. Puis c'est ça, un soir, je décide d'appeler l'éleveur. J'essaie de me souvenir de la conversation sans trop la déformer. Mais en gros, je dis que j'ai eu le numéro de téléphone par une Canadienne qui avait travaillé chez lui il n'y a pas longtemps. Il dit « Ah oui, la Canadienne, elle n'est pas restée longtemps, elle est restée 2 semaines. » Je dis « Ouais, bon. » Mais je me demandais si vous prenez des gens sans expérience. Parce que, elle n'avait pas d'expérience selon ce que j'ai compris, puis moi, j'aimerais ça essayer le métier. Il dit « Oui, bien sûr, prendre des gens sans expérience. Il y a plein de bergers qui sont démarrés comme apprentis. Puis moi, je pourrais vous donner une petite formation, puis on voit si vous aimez le métier.
Lui, il était mal pris, il y avait un turnover. De toute évidence. Mais il y a un gros turnover chez les bergers. Ouais. Et voilà, c'est comme ça que toute l'histoire commence. Je prends la décision, je rappelle ma blonde à Aix. Je dis, je suis prête à vider le loft, puis à crisser l'agence là, puis à commencer comme berger. Après la rencontre au mouton minimaliste. Donc, je laisse mon appartement à Sacha jusqu'à la fin du bail. Tu décideras après si tu le gardes. Mes livres à tous mes amis qui voudraient venir se servir. Je veux dire à ma mère et à mon père que je les aime. À la stagiaire Julie, que je la trouve trop intelligente pour travailler en marketing. Puis, au patron de l'agence, je voudrais vous dire que vous me levez le cœur. C'est ça, c'est dit comme ça, je suis sûr que je pourrai plus jamais revenir travailler pour vous. Mais je m'excuse quand même de vous laisser tomber. Hein? On m'a dit, on a ce roman, on travaille sur cette adaptation avec Mathias lui-même, qui est au scénario. On sent qu'on est rendu au point où on a besoin d'attacher quelqu'un, puis avec un regard de réalisation aussi, là, c'est ce qui ressentait. Puis là, j'ai lu une version de scénario, je fais comme « Oh, OK, tough ». Puis tough dans le sens où moi, je lisais un scénario pour le tourner, puis là, je fais comme « je pense pas que ça se tourne, ça. » En tout cas, je ne m'attaquerai pas à ça, mais je dis « mais je vais aller voir d'où ça vient, puis je vais lire le roman. » Là, j'ai compris, tu sais, j'ai compris le roman, puis c'est tellement un autre médium, la scénarisation. Moi-même, j'ai rencontré les écueils aussi dans l'écriture, c'est-à-dire que au départ, j'écrivais un personnage qui était beaucoup plus collé au Mathias du roman, un personnage qui est verbeux, qui dit beaucoup les choses, qui a comme un langage un peu méta au-dessus du réel. Il y a des petites réflexions politiques, sociologiques, philosophiques, artistiques. Puis c'est la beauté de son roman. Il y a comme, c'est un érudit. Il connaît tellement de champs culturels ou autres. Il y a beaucoup d'autodérision aussi dans son apprentissage, puis dans sa façon de questionner ce qu'il apprend, mais aussi face à son incompétence à lui. Enfin, c'est délicieux, là, ce roman, les mots, Puis j'ai tenté de mettre ça dans un personnage au cinéma, puis franchement, le personnage, il était agaçant. Peut-être que je ne l'ai pas poussé assez pour faire comme on adhère. Enfin, je ne sais pas. Mais plus on avançait, plus il y a eu comme un désir d'épuration. Puis plus j'avançais aussi dans une recherche, puis de m'approprier, ou en tout cas de comprendre c'est quoi le monde des bergers. C'est là que le réel, ou en tout cas ce qui m'était présenté, est venu teinter vraiment le scénario, puis la grandeur finalement de ce qu'on pouvait vivre. La grandeur de cette expérience pastorale a complètement submergé Mathias. Rapidement, ça devient impossible pour lui de revenir en arrière. Je me suis lancé en sachant même pas si j'allais pas revenir après 3 mois. Maintenant, je suis lancé, je suis parti, revenu, puis là, je suis parti pour l'année sûrement. Mathias, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Merci à vous. Une carte pour Mathias. Une carte pour Mathias. Ça, je lis, hein? Je lis ça, J'espère que c'est pas biquette. La grande différence avec votre ancien métier en publicité, c'est qu'au lieu de vendre de la merde aux troupeaux, vous le regardez en produire. Merci, Mathias. Puis je trouve que c'est encore plus d'actualité aujourd'hui, peut-être qu'avant. Bon, j'ai peut-être ma sensibilité particulière au début des années 2000. On est en 2005, 2006, 2007. Là, Mais il y avait quelque chose qui existe peut-être encore plus maintenant qu'à l'époque. C'est l'absurdité du travail. C'est-à-dire de travailler dans une société productiviste toute la semaine pour avoir un petit peu de loisir devant la télé. Il y a de plus en plus de gens
qui trouve que le travail est absurde. Et le roman, il a été publié, oui, il y a presque 20 ans. Mais il va ressortir en poche, parce que le film va sortir. Mais l'histoire de base, de tout crisser là, parce que ça n'a pas de sens, puis de trouver un sens à sa vie, ça a été la très belle collaboration aussi artistique que j'ai eue avec Sophie quand elle a décidé d'adapter le roman au cinéma. C'est que Sophie a dit, je pense que ça a encore plus de résonance maintenant que quand tu l'as fait, que ça n'a pas de sens, que les gens, oui, veulent avoir des loisirs, mais l'aliénation du travail est, je pense, ressentie encore plus intensément. Puis je pense que le film a peut-être encore plus de résonance maintenant que quand j'ai tout crissé là, parce que le travail, ça n'a pas de sens. Est-ce que tu as eu des doutes, des regrets? Parce que dans le livre, ça, on n'en voit pas beaucoup. Dans le film, ça, on n'en voit pas beaucoup. Puis j'ai l'impression que le public, le lecteur, il vit un peu par procuration dans ton récit. Hein? Comme tu dis, il y a ce désir-là qui est peut-être d'autant plus fort maintenant de tout crisser là. Je pense que les gens se posent aussi la question de est-ce que ça vaut la peine? Et puis c'est quoi la question? Est-ce que ça vaut la peine? Oui, parce que j'ai eu aucun regret puis j'ai pas pu revenir en arrière. J'ai accepté quelques boulots aliénants après ma première année de berger, de retour au Québec, en me disant, bon, OK, j'ai fait mon petit trip exotique puis je m'en vais. Non, parce que j'ai trouvé un sens à ma vie. Ou j'ai trouvé, en fait, ce qui faisait pas de sens, peut-être plus que le sens. Puis ça va au-delà d'un road trip, là. C'est l'histoire de quelqu'un qui trouve un sens à sa vie. Dans le vol, là, ce soir, elle a dit pas long, 7h30 minutes, on a dit ça de croiseur de 33 000 pieds. Je vois une belle envolée vers Marseille. Je vais rejoindre l'équipe de tournage qui adapte mon roman. Je suis sur le même vol qui a bientôt 20 ans pour la même destination, mais encore une fois vers un inconnu. Pour suivre Mathias de l'autre côté de l'océan, je vous invite à écouter l'épisode 2, Le berger imaginaire.